Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue dans le Buzz Média Orange de Figaro. Je rappelle, historien, écrivain. On vous retrouve tous les jours également en radio et également en télévision. C'est un mercredi sur deux sur oui. À la radio, c'est tous les jours de 13 à 14 heures. Voilà, c'est sur Europe 1, hein, je vous le rappelle, avec Au cœur de l'histoire. Et depuis septembre 2011, donc sur France 3, avec l'émission L'ombre d'un doute. Alors on voit que les Français sont toujours passionnés par l'histoire. Est-ce que les scores d'audience justement de vos émissions depuis la rentrée attestent toujours ce courant? Oui, nous avons la chance d'être portés par une espèce de lame de fond, pourvu que ça dure, comme disait la mère de Napoléon. Nous sommes, tous ceux qui travaillons dans ce domaine, sont assez stimulés évidemment par ce qu'il se passe. Je crois que les Français ont toujours aimé l'histoire. Vous savez, c'est une vieille passion nationale. Nous sommes en Europe deux peuples à adorer l'histoire, c'est les Français et les Anglais. Les autres peuples européens sont peut-être un peu moins captivés par la matière. Nous, chez nous, c'est un véritable sport national, c'est vrai. Alors nous essayons, quand je dis nous sommes un certain nombre à le faire. En ce qui me concerne, j'essaie d'allier le sérieux, la rigueur, la plus grande précision possible à une approche ludique, amusante, ouverte. Et pédagogique aussi. Et pédagogique, bien sûr. Et comment vous expliquez justement cette passion des Français pour l'histoire avec un grand H? Je pense qu'il y a une part de nostalgie, c'est évident. Nous sommes dans un pays en grand déclin et qui est en déclin, à mon avis, depuis très longtemps. Donc évidemment, ça fait plaisir de penser à l'époque où nous étions très riches et très puissants. Évidemment, il y a eu des siècles magnifiques, hein, depuis le XVIIe, XVIIIe, même XIXe siècle. Bon, aujourd'hui, c'est moins brillant. Donc il y a une part de nostalgie. Mais il y a aussi, et surtout, il y a une envie de partager des racines et de partager un socle commun. Je pense que ça, c'est fondamental. On se retrouve dans l'histoire, vous savez, et on apprend à se connaître, en quelque sorte, à se connaître soi-même et à connaître les autres. Je pense qu'il y a ça aussi, une envie de racines. Alors, on va peut-être le vérifier avec les podcasts. Vous êtes l'un des 3 champions des podcasts sur Europe 1, aux côtés de Canteloup et Ruquier, dans un registre en effet différent. En septembre, le volume téléchargé de votre émission a plus que doublé. Quelle est votre recette ? Alors, je pense que ce que les gens aiment bien, vous savez, je me renseigne, moi je rencontre les auditeurs très souvent, et alors on me dit, je vous écoute en faisant du sport, je vous écoute en faisant mon footing, je vous écoute dans les transports en commun, évidemment, ou tout simplement en voiture, dans les transports. Bon, pourquoi les gens téléchargent-ils l'émission? Parce qu'ils savent que tous les jours, ils sont transportés dans un autre univers. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une part de rêve et d'évasion dans ce que nous faisons, et les gens savent que pendant une parenthèse qui, alors en podcast, dure un peu moins longtemps qu'en direct, parce qu'il n'y a pas les publicités, donc pendant 45 minutes, ils vont être ailleurs, ils vont pouvoir se ressourcer, ils vont pouvoir penser à autre chose. Je pense que c'est une vraie raison. Et puis, ça, toutes les études qualité nous le montrent, il y a l'envie d'apprendre. C'est-à-dire que ce que disent les gens, vous savez, à la fin, dans les études qualité, il y a des questions spontanées à la fin, et on dit aux gens, alors, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur l'émission? Et beaucoup répondent, j'ai l'impression, quand c'est fini, de n'avoir pas perdu mon temps, j'ai appris quelque chose. Alors si on peut non seulement distraire les gens, mais en plus les informer et leur apprendre quelque chose, eh bien, j'ai envie de dire, nous avons rempli notre mission. Alors on reste dans l'histoire, mais l'histoire américaine, avec une nuit américaine cette nuit, alors de 1h à 3h du matin. La nuit va être longue, oui. La nuit va être longue pour vous, avec une spéciale au cœur de l'histoire. Vous allez revisiter l'histoire de tous les grands présidents américains? D'un certain nombre d'entre eux. J'ai eu la chance pour ces 2 heures. Moi, je vais tenir l'antenne de 1h à 3h au cœur de cette nuit, en attendant des résultats qui, vous savez, sont très serrés. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Donc, il y a un vrai suspense, comme il y a 4 ans. Il est d'une nature différente, d'ailleurs. Il est plus... Là, je crois que la question est très tendue. Ce qu'on va essayer de faire avec mes invités, j'ai invité Nicole Bacharan, Thomas Negaroff, André Caspi bien entendu, l'avocat Georges Ayache, donc de très grands spécialistes, de très grands connaisseurs des États-Unis. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de familiariser les gens avec le système américain, parce que quand même ce système électoral est très complexe, c'est une usine à gaz, donc on va entrer là-dedans, et puis on va revivre un certain nombre de présidences assez récentes. Alors c'est vrai qu'on part de Theodore Roosevelt, qu'on va parler de Truman, qui est un peu ma référence là depuis la rentrée, on lui a déjà consacré 2 émissions, et puis nous allons parler bien sûr des présidences plus récentes, depuis Reagan, évidemment les 2 Bush, Clinton, etc. Et puis Obama, puisque vous savez qu'André Caspi vient d'écrire un livre sur Obama, où il est d'ailleurs très sévère à l'égard du président sortant.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on vous retrouve également sur France 3, un mercredi sur 2. Est-ce que vos deux émissions se nourrissent l'une de l'autre, entre la télévision et la radio? Oui, parce qu'en fait, vous savez, la radio, ce sont jusqu'ici, ça fait 10 ans que ça dure sur Europe 1. Je suis ravi de ça, de cette longévité, et ça fait plus de 1500 émissions maintenant. Donc c'est une sorte de laboratoire. Je considère ça, moi, un peu comme un laboratoire d'essai, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il m'arrive à la radio de lancer des sujets très pointus en me disant, est-ce que le public va accrocher? Généralement, c'est oui, donc c'est formidable. À la télévision, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile. Il faut convaincre des conseillers de programme, des producteurs, des diffuseurs. Donc évidemment, les sujets sont plus difficiles à mettre au point. Et ce que j'ai fait à la radio me sert systématiquement pour aller directement dans le vif du sujet à la télé. Et par exemple, ce soir, pas ce soir, demain soir, nous diffusons sur France 3 une émission sur Zola. Donc à 23h et quelques, on est toujours en deuxième partie de soirée sur France 3. On va se demander si Zola est mort de sa belle mort, ou enfin d'accident, ou s'il a été assassiné. Moi, je suis convaincu qu'il a été assassiné. Nous allons essayer de le démontrer. Eh bien, cette émission, je l'ai déjà faite 2 fois sur Europe 1. Donc il y avait une sorte de... le boulevard était établi pour l'équipe de télévision. La grande différence, vous savez, c'est qu'en radio, nous travaillons en très petits groupes. Nous sommes 3. Et j'ai l'impression d'être seul maître à bord, alors qu'à la télévision, c'est une équipe de 60 personnes. C'est un tout autre travail, évidemment. Eh bien, Franck Ferrand, merci d'être venu dans le Buzz, et on vous retrouve donc cette nuit pour ceux qui ne se coucheront pas du tout pour suivre les élections. De 1h à 3h. De 1h à 3h pour les élections Après américaines. Nikos Aliagas et avant un certain nombre de journalistes de la rédaction qui feront monter le suspense. Bon suspense, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Merci encore et très bonne journée. Merci à vous. Thank you.